C'est vrai? Oui. Oui. Donc, Madame la modératrice, chers amis indépendantistes, parce que je suppose qu'il y a uniquement des indépendantistes ici. Pour ma présentation des véhicules menant à l'indépendance, je me suis limité à ceux qui ont débouché sur l'institution d'un État souverain et indépendant, qui fut reconnu par les membres des Nations Unies. Donc, c'est le cadre dans lequel je situe mon exposé. Je vais parler du recours aux armes, de la tenue d'un référendum et de la loi électorale. Et mais d'entrée de jeu, je précise que si je fais écho au recours aux armes, c'est seulement pour mieux mettre en relief ce qu'implique la création d'un nouvel État souverain. De fait, mon propos traite essentiellement du référendum et de la loi électorale. Sous l'angle, bien sûr, de la reconnaissance par les membres des Nations Unies, c'est, je pense, ce que les indépendantistes au Québec désirent. Faire partie des Nations Unies. S'il y en a qui me disent non, mais là, c'est une autre chose, c'est une toute autre dynamique. Donc, je sentais la dynamique là-dessus. Je vais m'en exposer là-dessus. Comme les modalités de cette reconnaissance diffèrent d'une reconnaissance venant d'un ou plusieurs États tiers, la première partie de mon exposé est préciser ce qu'engendre la création d'un nouvel État souverain et en quoi cette création est astreinte à des conventions pour être reconnues par les membres des Nations Unies. Ces précisions nous permettront de qualifier les niveaux de risque de chacun des véhicules utilisés, de chacun des deux véhicules utilisés. Dans la deuxième partie, de référence à des cas connus récents ou passés, de création d'un nouvel État, à la suite d'un référendum ou d'une élection. Et mon but est de faire référence à effet miroir aux exigences propres à chaque contexte. Celui-ci est sous prévention des limites de mon propos et encore plus du caractère plus analytique et politique, même si en conclusion, je promeut un choix politique. Choix qui découle de la prise en compte des conventions internationales menant à la reconnaissance d'un nouvel État sur un territoire précis. Instituer un État souverain et indépendant est un acte révolutionnaire. Il est parce que l'entrée en scène de cet État modifie l'État duquel il se dégage. Ce point est très important. Instituer un nouvel État souverain, c'est affirmer sur un territoire donné une nouvelle autorité et un nouvel ordre, soustrayant ce faisant à l'autorité et à l'ordre antérieur ce territoire et la population qui s'y trouve. Il est aussi révolutionnaire parce que cette institutionnalisation engendre une modification de l'ordre international, non seulement parce que le nouveau-né apparaît, mais surtout parce qu'on ne sait pas trop comment il va se compromettre, où il va se comporter. Donc j'insiste sur le caractère révolutionnaire de cet acte. Ce n'est pas un ajustement quelconque au sein de l'État existant. Il s'agit fondamentalement de l'apparition sur la scène internationale d'une nouvelle entité politique. Sa présence aura des conséquences sur les États existants, notamment ceux qui ont des rapports avec l'État d'origine et qui se retrouveront en rapport de proximité avec le nouvel État. Le recours aux armes va instituer un nouvel État illustre bien ce qu'est l'enjeu de cette création. Lorsqu'un affrontement militaire a pour objectif la création d'un nouvel État, il conduit ou non à l'évincement de l'autorité établie sur un territoire donné et reconnu par les autres États souverains. Et le cas échéant, il conduit à l'installation d'une nouvelle autorité. C'est ce qui explique pourquoi les autres États, très sensibles aux motifs qui ont conduit à la déclaration d'indépendance du nouvel État, à la façon dont il est venu au monde et au comportement de l'État d'origine, ce qui explique pourquoi ils sont enclins à respecter les conventions internationales en la matière. Ces conventions sont de deux ordres. Le premier ordre avant-garde a trait aux principaux facteurs retenus pour évaluer la recevabilité d'une demande de reconnaissance auprès des membres des Nations Unies.
Ceci concerne la notion de peuple et le fait que ce dernier rencontre des difficultés ou subit des pressions qui entravent son développement économique, politique, culturel et social. En quelque sorte, son vouloir collectif et sa présence dans le monde. Là, ici, il y a aussi des garanties contre l'État demandeur quant au respect des obligations associées au statut d'État souverain. En particulier, le respect des droits fondamentaux, dont ceux reconnus aux minorités par les Nations Unies. La capacité de l'État demandeur de maintenir l'ordre sur le territoire visé et les accords qu'il a signés avec l'État dont il émane, principalement celui portant sur la sécession. La signature de ces accords est déterminante. Or, pour que des accords soient signés, pour que des accords soient signés, il faut que l'État demandeur s'affiche légitime, que sa légitimité soit repérable et qu'elle soit susceptible d'être reconnue par l'État d'origine. Je dis bien susceptible d'être reconnue par l'État d'origine. De façon générale, cette légitimité découle du soutien venant du peuple. Soutien qui se révèle à l'occasion d'un référendum ou lors d'une élection. Je reviendrai sur ce point dans la deuxième partie en conclusion. Satisfaire ce premier ordre de convention ne suffit pas. Il y en a un autre dont la particularité est de s'inscrire dans le droit coutumier. Il renvoie au fait que ce sont les États existants qui, avec l'aval du Conseil de sécurité, des membres du Conseil de sécurité, reconnaissent ou ne reconnaissent pas un nouvel État indépendant. Pour ces décideurs, c'est-à-dire les membres des Nations Unies et les membres du Conseil de sécurité, des accords avec l'État d'origine pèsent très lourdement dans la balance. Et c'est la raison pour laquelle les États tiers attendent l'aval de l'État d'origine avant de se prononcer. Ce comportement, qualifié d'impératif de courtoisie, repose sur la présomption, chez tout État existant, qu'en se comportant ainsi, les autres agiront de la sorte à son égard si un peuple présent sur son territoire décide d'instituer un État indépendant et fait une demande de reconnaissance. Donc l'acte instituant un nouvel État souverain implique une ratification par les membres des Nations Unies pour faire partie de cet organisme. Pour toutes sortes de motifs, ces membres préfèrent des nouveaux-nés qui se présentent bien et se comportent correctement. Bien se présenter et bien se comporter, c'est respecter les conventions et s'entendre avec l'État d'origine. Bien sûr, il arrive que des États tiers reconnaissent de nouveau-nés, même si l'État d'origine refuse de le faire. Quand cela se produit, il y a des tensions et des pressions sur les États en cause. Dans un tel cas, comme l'issue n'est guère prévisible, les membres des Nations Unies attendront avant de se prononcer. De fait, c'est seulement dans le cas des peuples colonisés que les Nations Unies vont intervenir avec très souvent l'appui d'États tiers. Dans tous les autres cas, dont celui que vous devriez le Québec, ces membres attendront la reconnaissance de l'État d'origine avant de reconnaître un nouvel État. Ce qui ne signifie pas que certains membres, voire les représentants des Nations Unies, ne feront pas des pressions sur l'état de la situation. Somme toute, il revient aux États souverains de reconnaître tout nouvel État, et ceux-ci le feront seulement si l'État d'origine accepte que son autorité soit énoncée en faveur du autre. Sans cette acceptation, point d'entrée aux Nations Unies. Et quel que soit le véhicule utilisé, la reconnaissance internationale de l'installation d'une nouvelle autorité dépend toujours de la reconnaissance de l'État d'origine. C'est un passage obligé. Voyons maintenant quelques cas d'accession de la reconnaissance des Nations Unies par référendum et j'ai passé une référendum par voie électorale. Il y a des pays qui furent reconnus après la tenue d'un référendum.
Le premier, la Norvège, et les deux derniers, le Timor-Leste et le Monténégro. Dans le cas de la Norvège, le Parlement norvégien invita le gouvernement à adopter une résolution qui déchargeait le roi de Suède de ses attributs de roi de la Norvège. Ce dernier exigea la tenue d'un référendum. Comme les Norvégiens, stoppés en 1814 par l'armée suédoise dans leur tentative d'instituer un État souverain, comme ils ont affirmé pendant presque 100 ans leur volonté d'être souverains, le référendum fut concluant, 98,9%. C'est un accord. Il n'a pas été battu. Au Timor-Leste, un référendum fut tenu en 1000. C'est pas sur cette fiche-là. C'est sur le manque d'information. Au Timor-Leste, le référendum fut tenu en 1999 à la suite d'une entente entre le Portugal et l'Indonésie. Les Nations Unies en supervisèrent le déroulement parce qu'il s'agissait d'un peuple colonisé reconnu depuis 1975. Les résultats furent probants. Au Monténégro, la tenue d'un référendum fut inscrite dans l'entente de 2003 instituant la communauté d'États de Monténégro et Serbie. En juin 2006, un référendum fut tenu. Peu avant, l'Union européenne suggéra de qualifier le pourcentage pour éviter des perturbations. Les partis monténégrins validèrent cette suggestion. La communauté d'États de Monténégro et Serbie n'eut rien à dire, puisqu'il y avait déjà une entente en 2003. Ces deux derniers cas révèlent que la tenue d'un référendum requiert une entente entre les entités impliquées sur la question posée, le pourcentage décisionnel et les règles à respecter. À tout le moins, un engagement de l'État d'origine à accepter les règles dont s'est doté le peuple lorsque les parlementaires entendent utiliser ce véhicule. C'est à la suite d'un tel engagement que la Fédération de la Russie, qui succéda à l'URSS, que a reconnu plusieurs républiques de l'ex-URSS qui tinrent des référendums, tantôt sur une question, tantôt sur une constitution. Sans entente préalable et sans cet engagement, il y a des risques de dérapage majeur avec la tenue d'un référendum. La voie électorale, quant à elle, a été utilisée selon 4 modalités. Une décision des parlementaires sans mandat et sans soutien majoritaire explicite. Une décision des parlementaires sans mandat et avec un soutien majoritaire implicite. Une décision des parlementaires avec mandat et sans soutien majoritaire explicite. Une décision des parlementaires avec mandat et soutien majoritaire explicite. Donc, c'est 4 cas de figure qui caractérisent de façon générale, je pense que ça les englobe tous, les processus utilisés par voie électorale. Une décision des parlementaires sans mandat et sans soutien majoritaire explicite peut conduire à la création de nouveaux États souverains. C'est ce qui s'est passé dans l'ex-Tchécoslovaquie. Les parlementaires tchèques, comme Slovaques, opposés quant à l'avenir de la Tchécoslovaquie, décidèrent de créer 2 pays distincts. Il se pourrait que d'ici peu, ça se produise en Belgique. La seule. Ce procédé a aussi été utilisé dans d'autres contextes. Les colonies sont devenues des États indépendants avec l'aval des gouvernements coloniaux. Il en fut ainsi de certaines républiques membres de l'ex-URSS qui reçurent l'aval de la Fédération de la Russie. Le Canada s'est institué et même redéfini de cette façon avec l'aval de la Grande-Bretagne, ce qui est un point important. Une décision de parlementaire sans mandat détenant un soutien majoritaire implicite ne saurait conduire à une reconnaissance internationale si, et je dis bien si, l'État d'origine refuse de reconnaître l'entité autoproclamée et n'entend pas négocier avec elle. Cela s'est produit en Norvège, où un référendum fut tenu en 1905. Là où cette façon de procéder fut utilisée, notamment dans certaines colonies, dans certaines républiques de l'ex-URSS, l'accord de l'État d'origine fut nécessaire à la reconnaissance du nouvel État par les membres des Nations Unies. Une décision des parlementaires élus majoritairement sur la base d'une plateforme contenant la création du pays
mais sans soutien majoritaire explicite, sera aussi astreinte à cette exigence. Si l'État d'origine refuse de négocier la sécession, les États tiers qui entretiennent des liens avec lui s'exprimeront peu, contraints qu'ils sont par l'impératif de courtoisie. Seuls des pays ayant peu de contact avec l'État d'origine pourraient éventuellement reconnaître l'entité autoproclamée, mais en aucun cas les membres des Nations Unies. Il ne saurait en être autrement d'une décision des parlementaires ayant à la fois un mandat à cette fin et un soutien majoritaire des électeurs. Ce cas est cependant très différent des trois autres. Avec lui, les parlementaires ont un mandat qui les rend légitimes d'instituer au nom du peuple une autorité sur un territoire visé. Si l'État d'origine refuse de négocier, il en découle un conflit de légitimité. Les pressions s'exerceront sur l'État d'origine comme sur les parlementaires. Elles viendront de l'interne, des États tiers, voire des Nations Unies, ou d'autres organismes, de telle sorte que le conflit de légitimité aura vraisemblablement un écho sur la scène internationale. L'accès à l'indépendance des Pays-Bas, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie est révélateur de ce cas figuré. Autoproclamé indépendant entre 1988 et 1990 par un vote majoritaire des parlementaires, ces pays se butèrent au refus de l'URSS qui les invita à tenir un référendum selon ses exigences, puisque l'URSS avait dans sa constitution un processus pour devenir un État souverain et quitter la fédération. Les Pays-Bas refusèrent. Après négociation, ils acceptèrent de réaliser, lors d'une élection, un sondage sous contrôle international, ce qui fut accepté. Par des résultats, ils déclarèrent de nouveau leur indépendance. Seule l'Islande est reconnue. Par contre, peu après l'implosion de l'URSS, l'appui de Boris Eltsine aux Pays-Bas et la reconnaissance des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, du Japon et de la Suède, la Fédération de Russie, nouvellement recréée, reconnut ces pays en 1992 et les Nations Unies emboîtèrent le pas. Instituer un État indépendant sur le territoire, parce que le Québec n'est pas son propre territoire, c'est le territoire du Canada. C'est pour ça qu'on écrit dans notre petit manifeste sortir le Canada du Québec. Instituer un État sur le territoire d'un État existant ne peut que provoquer une réaction négative chez ce dernier. C'est pour contrer ce type de réaction que les Nations Unies ont octroyé au peuple colonisé un droit à l'autodétermination externe. Le peuple québécois n'a ni ce statut, ni ce droit. Mais cela ne l'empêche pas de se doter d'un État indépendant. Toutefois, quel que soit le véhicule qu'il utilise, s'il peut être reconnu par les membres des Nations Unies, sa démarche, qu'elle se réalise après un référendum ou à la suite d'une élection, ne peut pas faire l'économie de la reconnaissance par l'État d'origine. À 2 reprises, un référendum fut tenu au Québec. Au premier, Pierre-Éliott Trudeau soutint qu'un non serait un oui à des changements sans en révéler la valeur. Ce qui transforma le sens du référendum. Au deuxième, il y eut des contournements de la loi québécoise sur la consultation populaire, des naturalisations à toute vitesse et d'autres gestes à la loi. 5 ans plus tard, la loi sur la clarté soumit tout recours à un référendum au dictat de la Chambre des communes. Tout cela révèle que ce véhicule était haut risque. Seuls les atténueraient une entente entre les partis sur la question, les résultats, les règles encadrant le déroulement du référendum, voire même la négociation de la sécession. À défaut d'entente, il reste la voie électorale, car, à ma connaissance, il n'y a pas d'accord pour procéder à l'amiable entre le Québec et le Canada. Cette voie soulève des problèmes de reconnaissance par les membres, ça va aller vite, par les membres des Nations Unies, si l'État d'origine se montre réfractaire. Un mandat obtenu lors d'une élection peut les atténuer,
si les partis indépendantistes, dans le cadre d'un pacte, ou autrement, tout ça est à voir, en font l'enjeu principal. L'élection peut déboucher alors ou non, peut déboucher sur un soutien majoritaire ou non. Sans ce soutien majoritaire, procéder comporte un ensemble de risques. Et les élus seront exposés à des critiques s'ils posent des gestes de rupture. Et tandis que l'État d'origine sera enclin à demander un repérage de soutien majoritaire précis. Dans un tel cas, mieux vaut, je crois, se limiter au pouvoir législatif. Nous allons revenir sur ce point, mais c'est probablement la meilleure des armes. Par contre, avec ce soutien, les élus ont toute légitimité pour réaliser leur mandat. Si les indépendantistes choisissent cette dernière approche, elle peut conduire à l'indépendance quasi à l'amiable pour trois motifs. Le premier sera l'existence d'un conflit de légitimité, et je pèse bien les mots, l'existence d'un conflit de légitimité émanant du peuple, et l'autre découlant de la prise de possession de territoire par la Grande-Bretagne et l'institution progressive d'une autorité canadienne par des parlementaires canadiens sans mandat émanant du peuple. Vous voyez l'importance du conflit de légitimité. Le deuxième motif, c'est que démonstration sera faite par un pacte ou autrement, que les Québécois et les Québécoises de toute origine, de toute classe et de toute tendance politique veulent légitimement se doter d'un pays pour affirmer leur vivre ensemble, être présents sur la scène internationale et devenir membre des Nations Unies. Le troisième facteur pourrait jouer, c'est que la sensibilité et l'ouverture des démocraties occidentales à ces deux premiers motifs est ce que craint le plus l'État d'origine qui est devenu le Canada, sans l'aval du peuple québécois. Parce que le peuple québécois n'a jamais dit oui à une présence à l'intérieur de la Confédération canadienne.